donc passer aux transitions constitutionnelles complexes dans les pays d'Afrique subsaharienne depuis 2020. Et c'est notre collègue Maurice Angel Guélé, professeur agrégé en sciences politiques et directeur du programme au bureau régional Afrique et Asie de l'Ouest de International IDEA, qui va nous parler de cette situation. Quand vous voulez. Merci beaucoup, Monsieur le Président de séance. Monsieur le Président, Madame la représentante de la doyenne de la Faculté des sciences juridiques et sociales de Tunis, Madame la présidente de l'Association tunisienne de droit constitutionnel, Madame la chef de bureau de International IDEA Tunis, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, chers futurs collègues, c'est un réel honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour prendre part aux journées Abdel Fattah à mort de droit constitutionnel autour du thème « Les démocraties aujourd'hui, quelle résilience ?» Ce questionnement est en effet d'actualité, comme on l'a vu depuis ce matin, dans un moment où, comme le confirment les principaux indices internationaux, les trajectoires de la démocratie connaissent une dynamique contrastée dans le monde, avec d'un côté certains indicateurs de progrès, de représentativité, lutte contre la corruption, participation politique, et d'autres de recul, état de droit, constitutionnalisme. L'interrogation est également particulièrement pertinente au regard du grand nombre de transitions constitutionnelles complexes que connaissent les pays d'Afrique subsaharienne depuis 2020 et dont la principale forme est les coups d'État militaires. En 3 ans, la région subsaharienne du continent a connu 8 coups d'État militaires réussis, soit 5 fois moins qu'entre 2000 et 2020, et 4 tentatives non réussies. Alors, même si ces changements inconstitutionnels de gouvernement se sont produits principalement dans ce qu'on appelle la ceinture d'instabilité qui va du Niger au Soudan, le risque d'une contagion plus large est réel, comme le confirme le cas récent au Gabon ou encore en Sierra Leone. Dans ces pays déjà fragiles, les coups d'État ont tendance à inverser les progrès économiques et politiques. Réfléchir au moyen d'endiguer leur prolifération est donc l'une des tâches les plus urgentes pour les intellectuels et les praticiens de l'assistance démocratique au cours de la décennie à venir. Je crois à ce titre que l'Association tunisienne de droit constitutionnel a un rôle capital, en raison de son expérience, à jouer dans ce processus de réflexion. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je propose de structurer mon intervention autour de 2 points. D'abord, une rapide analyse structurale des récents coups d'État dans les pays d'Afrique subsaharienne. Ensuite, quelques éléments de réflexion sur les réponses apportées à cette transition constitutionnelle complexe. Je conclurai par 2 ou 3 recommandations tirées de l'expérience de terrain, non pas de l'ancien enseignant, mais du nouveau praticien. Premier point donc, l'analyse structurelle des coups d'État dans les pays d'Afrique subsaharienne. Mesdames, Messieurs, chers collègues, la réflexion sur les moyens d'endiguer cette vague de changements inconstitutionnels de gouvernement nécessite une parfaite compréhension de leurs causes profondes. Bien que chaque coup d'État résulte de causes spécifiques, 2 lectures sont communément partagées quant à ces causes, comme le montre le récent rapport Soldats et citoyens publié par le PNUD en juillet 2023. Alors, la première cause réside dans le croisement de facteurs internes et externes à ces États. Au titre des facteurs internes, on range l'incapacité des États à fournir les services de base aux citoyens, l'inexistence ou la faiblesse des institutions formelles, l'extrême pauvreté, la perte de légitimité des dirigeants et plus généralement des élites gouvernantes, la perte de contrôle de son territoire par l'État. Vous voyez ici la différence avec la lecture que notre collègue Wissam nous a fait des coups d'État en Amérique latine. L'État existait. L'État n'était pas absent. Là, il n'y a pas d'État. Au titre des facteurs externes, on peut parler de l'absence de capacité de réponse par ces États aux chocs exogènes tels que la crise humanitaire, les conséquences du changement climatique, oui, professeur, on en parlera, et la détérioration de la situation sécuritaire. Dans cette perspective, les récents coups d'État seraient un symptôme et non une cause des dysfonctionnements des États dans lesquels ils interviennent.
Il reflèterait les frustrations citoyennes face aux performances médiocres de leur gouvernement. Les soutiens populaires exprimés après chaque coup d'État, en particulier par les jeunes et les autres populations marginalisées, seraient l'expression d'un besoin urgent de changement de gouvernance, souvent radical, et non d'une adhésion intrinsèque aux aventures militaires. La seconde lecture n'est pas totalement éloignée de la précédente et réside dans la crise du modèle de démocratie constitutionnelle importé dans ces États d'Afrique subsaharienne. Dans un contexte de fragilité multisectorielle interne et de reconfiguration internationale rapide, avec l'apparition de nouveaux acteurs globaux, les citoyens se demandent quelle est la valeur de cette démocratie formelle qui privilégie des élections généralement truquées, au lieu de refléter les valeurs endogènes locales et de créer les conditions de possibilité d'un État capable. Pour faire court, et comme le montre l'enquête d'Afrobaromètre de 2021, c'est quoi la démocratie pour un Africain d'Afrique subsaharienne? La réponse n'est pas celle que vous avez donnée en Afrique latine. Le sentiment anti-français exprimé par la majorité des citoyens dans les pays affectés par les récents coups d'État s'inscrit dans cette perspective de rejet du mimétisme institutionnel et de l'échec de la greffe constitutionnelle. On peut alors comprendre le paradoxe qui ressort de l'étude que je viens de mentionner d'Afrobaromètre sur le besoin de démocratie par les Africains. En effet, 7 Africains sur 10 déclarent que la démocratie est préférable à tout autre type de gouvernement. Mais dans le même temps, 75% rejettent le modèle de démocratie qui les gouverne. Il y a un hiatus. En fait, ce à quoi aspire la majorité des citoyens, c'est à des constitutions substantielles, offrant la possibilité d'un changement de paradigme radical de la gouvernance de ces États et reflétant les besoins des citoyens. Dire cela, c'est toutefois déjà aborder le second point de ma présentation. Second point donc, quelques éléments de réflexion sur les réponses récentes à cette transition constitutionnelle complexe. Mesdames, Messieurs, chers collègues, les réponses récurrentes de l'Union africaine, des communautés économiques régionales, la CEDEAO, la CEAC, l'IGAD, face à cette vague de coups d'État, ont été principalement caractérisées par une approche unilatérale et descendante, qui comprend des injonctions au respect du strict de l'ordre constitutionnel, au retour absolu et rapide à l'ordre constitutionnel, des négociations avec les autorités de transition sur un calendrier de transition, et récemment, avec la CEDEAO, la menace d'intervention militaire. Les résultats et l'impact de cette réponse unilatérale et descendante, généralement suivie par les partenaires internationaux que sont l'Union européenne, les États-Unis et tous les autres, ont été remis en question dans les pays concernés en termes de légitimité et d'appropriation, en particulier lorsque les régimes renversés étaient totalement décrédibilisés et illégitimes, et que la priorité des autorités militaires était tout autre que le retour à l'ordre constitutionnel. Ainsi, par exemple, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, 3 pays que je couvre, ont, s'agissant de leur autorité, pour priorité, très clairement, le rétablissement de la sécurité et non le retour à l'ordre constitutionnel. En Guinée-Conakry et au Gabon, pays que je couvre également, la restauration de la crédibilité de l'État et la refondation des institutions font objet de priorité de la feuille de route, et non le retour à l'ordre constitutionnel. Au Soudan, que je ne couvre pas, mais que Zaïd, qui est intervenu tout à l'heure, couvre, l'établissement d'un cessez-le-feu est la priorité. Sans fin de la guerre, on ne peut pas parler de retour à l'ordre constitutionnel. L'approche unilatérale et descendante aboutit ainsi à des impasses, traduites par la rupture de dialogue entre les autorités de transition et les partenaires régionaux et internationaux, mises à profit par de nouveaux acteurs globaux qui proposent aux citoyens de ces pays des modes de gouvernabilité alternatifs et souvent non conventionnels. Mesdames, Messieurs, chers collègues, face à ces difficultés, il est important que l'approche unilatérale et descendante soit complétée par une perspective qui place la redéfinition du contrat social entre les États et les citoyens au premier plan de la réponse régionale et internationale aux transitions constitutionnelles complexes. Le contrat social fait référence ici au processus par lesquels chacun, dans une communauté politique, consent explicitement ou tacitement à l'autorité de l'État, limitant ainsi certaines de ses libertés en échange de la protection par ces États de ses droits humains, de sa sécurité universelle et surtout
de la fourniture adéquate de biens et de services publics. Cet accord appelle les individus à se conformer aux lois, aux règles et pratiques de l'État, mais également à l'État à respecter les droits et besoins des individus. Le contrat social crée et maintient un équilibre entre les attentes des citoyens et les capacités de l'État. Le tout dans un contexte de constante évolution de la démocratie substantielle. Mesdames, Messieurs, chers collègues, contrairement aux réponses traditionnelles unilatérales et descendantes, l'approche par le contrat social fait référence à un processus de négociation, d'articulation et de médiation pacifique des attentes citoyennes en vue de la résilience démocratique. Toute la difficulté vient du fait que dans ces pays d'Afrique subsaharienne, certaines préconditions à l'adoption de ce modèle du contrat social n'existent pas, ou alors sont extrêmement faibles. J'ai mentionné tout à l'heure l'absence ou la faiblesse des institutions formelles, l'absence de capacité des États, et j'oserais rajouter une dimension qui nous a échappé, la crise des ressources humaines. Une récente étude, je l'ai mentionné tout à l'heure, celle du PNUD, vous pouvez y accéder en ligne, vous remarquerez que dans un pays comme le Mali, 75% des médecins formés vont exercer comme infirmiers en France. Le service médical ne peut que s'effondrer. Je ne sais pas où on peut parler de contrat social dans ces conditions. L'horizon de la résilience démocratique dans les pays d'Afrique subsaharienne ayant récemment connu des coups d'État apparaît donc comme lointain. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je conclurai mon propos par quelques recommandations. Et là, comme je disais, ce n'est plus l'ancien universitaire qui parle, c'est le praticien. La première est la nécessité de parler et d'approfondir la réflexion sur ces changements inconstitutionnels dans les pays d'Afrique subsaharienne. L'école tunisienne a été, du point de vue de l'analyse du droit public et du droit constitutionnel en Afrique subsaharienne pendant de très longues années en pointe. C'est dommage qu'on ne l'entende plus beaucoup. C'est dommage. La diplomatie tunisienne, je suis diplomate aussi, hein, malheureusement, la diplomatie tunisienne a été l'une des plus brillantes d'Afrique. En matière de réponse à toutes les crises et tous les défis que connaissait le continent. C'est dommage qu'on ne l'entende pas. Deuxième recommandation, c'est l'importance d'une démarche neutre et non prescriptive. Et là encore une fois, je crois que l'avantage de la position tunisienne pourrait être mis à profit. Il n'y a pas de leçon à donner. Il n'y a qu'une assistance, un accompagnement à fournir. Troisième et dernière recommandation est relative à la perspective d'une approche multiniveau de la réponse au changement inconstitutionnel dans ces pays. Il passe effectivement par la rédaction ou l'aide à la redéfinition de constitutions substantielles, mais également au renforcement du constitutionnalisme et des institutions. Je vous remercie.